À ce stade-ci, la parole est à vous. Et la question, c'est qu'est-ce que ces résultats-là, où est-ce qu'il faut amener la discussion de ces résultats-là, puis comment il faut se les approprier pour améliorer effectivement ce qu'on fait localement. Raphaël Fépillon, je suis chargée de concertation et développement à la CDC Centre-Sud, donc plus aussi on va en fait, je voulais juste parler d'une expérience qu'on a eue cette année au niveau des indicateurs. On s'est donné des indicateurs pour évaluer en fait le travail qu'on fait à la table de développement social Centre-Sud. Ça a été un processus qui était long et ardu. Mais nous sommes arrivés collectivement, puis il y a vraiment beaucoup de gens autour de la table qui ont participé. Ce n'est pas juste un petit groupe de 4-5 personnes. Il y a à peu près 14 représentants de différentes organisations, tant institutionnelles que d'organismes communautaires qui ont participé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on est parti vraiment avec des indicateurs qui étaient chiffrés. Donc, le nombre d'actions qu'on faisait pour chaque affaire, de cette priorité, tout ça. Au fur et à mesure, on s'est dit, dans le fond, on s'en fout du nombre d'actions. Parce que ça ne veut rien dire réellement. Ce qui parle vraiment, ça va être des processus, on va voir comment le changement vient. Donc, je trouve ça très intéressant qu'est-ce qui sort aujourd'hui, comment est-ce que justement c'est interprété. Je dis oui à M. Régis. Enfin, ça fait du sens. Fait que, après l'année tumultueuse que nous avons eue d'avoir de ces indicateurs, j'ai dit oui, je pars en vacances heureuses. Donc, au-delà du nombre d'actions, il y a la qualité de ce qu'on fait qui est à retenir et sur lequel devrait porter le débat. D'autres, j'ai aussi, si vous ne voulez pas vous lever, j'ai aussi un micro. Donc, moi, j'ai des inquiétudes et peut-être des suggestions. Moi, je n'étais pas un intervenant au niveau local, c'était plutôt la réunion des bailleurs de fonds qui était commencée. C'était Odette avant Mario, et puis Richard, l'autre Richard avant Richard Mancé. Et puis, donc, ça a toujours été de maintenir des financements assez douloureux. Je me souviens même, avant les grandes coupures que Richard Mancé a connues, ça a été même difficile à l'époque, qui n'était pas non plus une période de vache grasse, de maintenir les financements. Et donc, à la ville aussi, ça a toujours été assez compliqué. Et puis, heureusement qu'il y avait Odette, qui s'entraide, qui avait une foi sans limite, je dirais la formule. Et puis, donc, je pense que les circonstances actuelles, quand je regarde le niveau de solidarité dans les coupures actuelles qu'on voit, c'est difficile. Les gens sont isolés dans leurs coupures, même s'il y a plein de lettres, puis d'appuis, puis toutes sortes de choses, ou de marches. Il reste que les gens restent isolés dans leur truc. Et quand je regarde votre étude, qui montre qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations et que, dans le fond, la coordination serrée, je dis qui fait qu'il y a une osmose entre les acteurs, n'est pas toujours au rendez-vous si souvent que ça. Donc, je trouve qu'il y a un problème politique et stratégique au niveau de la coordination des acteurs sur l'île, et puis c'est très difficile parce que les silos de socio-sanitaire ou d'éducatif ou de tout ça, c'est des silos qui sont... Québec est malheureusement trop silo. Et donc, comment on peut dépasser ça? Et je pense que Richard vient de faire avec Denis Coderre sur les sites d'injection supervisés. Je pense qu'il faut que ça remonte aux autorités politiques plus souvent, plus complet. Et je veux dire, au niveau local, je veux dire, c'est très fragile et ces périodes-là vont exiger que la coordination politique soit plus grande. Je parle de la ville principalement où les élus ils ont bien d'autres préoccupations que le social, leur quotidien plutôt sur de l'urbanisme, des questions d'infrastructure et autres. Donc, il faudra que ça se fasse. Il y a deux occasions, il y a une occasion principale. Bon, je ne sais pas où ils en sont, je ne suis pas ça proche, mais Patrice, il ne veut pas, il tord le bras, mais le maire a dit qu'il a travaillé sur 3 sujets par rapport à la gouvernance à Montréal Métropole. Il y a la gouvernance régionale, le développement économique et le développement social. Jusqu'ici, il ne nomme toujours que 3 choses. Il parle de l'itinérance, de l'action renouvelée sur l'itinérance, il parle de l'immigration, et il a parlé des sites d'injection avec Richard Lefebvre, ce n'était pas dans ses habitudes. Mais il parle à peu près jamais de pauvreté, etc. Puis toutes les questions négligées, l'immigration, là,
logement, etc. Donc, moi, je pense qu'autour de cette question-là, si les gens qui aujourd'hui se préoccupent de ces questions-là dans la salle ou ailleurs ne veulent pas rencontrent pas Denis Coderre pour donner l'importance de toutes ces questions-là, à quelque part, ce n'est pas des gens à l'interne seulement qui peuvent réussir ça. Et j'avais un autre truc, c'est que... Brièvement. Pour l'immigration, qui est un des sujets négligés d'après votre étude dans les actions, en tout cas, vous avez mis logement, sécurité alimentaire, puis je pense que... Transport, OK, je pensais que... Non, l'immigration, on n'avait rien là-dessus. C'était pas un domaine du développement social qui était... Oui, mais en fait, comme le quart de la population du Québec, ça s'appelle Montréal, ça accueille de 3/4 des immigrants. C'est un sujet qu'on oublie un peu trop souvent. Et donc, mais c'était dans la vie communautaire, dans le vivre ensemble. Les actions de ce type-là qui favorisent l'intégration, l'harmonisation, c'est dans le vivre ensemble. OK. Parce qu'ils sont sûrs... Je vais vous demander de conclure. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque année, le transfert fédéral pour intégrants français des immigrants augmente considérablement au Québec. Et cet argent-là disparaît dans le fonds consolidé. Et le budget du ministère de l'Immigration ne fait que diminuer. Il est sorti du terrain, il n'accueille plus les immigrants qu'on fait ça aux organismes. Donc, il y a autour de ça quelque chose à défoncer. L'immigration ne devrait pas être l'objet de politiques d'austérité, puisque les transferts ne cessent d'augmenter. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est l'importance des financements, l'importance de se mobiliser pour aller chercher les financements qui, eux, sont le nerf de la guerre et c'est là où ça devient important pour avoir des ressources. D'autres commentaires? Oui? Yves? Oui, Yves Bellavance, Coalition montréalaise des tables de quartier. Juste vous dire qu'il y a eu une référence à cela tout à l'heure au panel, mais hier, donc, l'initiative montréalaise de soutien au développement social local qui finance les tables de quartier, il y a un cadre 2.0, on l'a mis à jour et ça a été lancé hier. Ça, c'est un cadre important. Dans le contexte actuel, je le soulignais hier, c'est quand même bien que les partenaires qui sont en avant avec la Coalition montréalaise des tables de quartier, on a réussi à renouveler nos vœux en faveur du développement local, du travail dans les quartiers, malgré le fait qu'il y ait des coupures en santé publique, malgré le fait qu'il y ait des coupures un peu partout, malgré le fait que le développement social à la Ville de Montréal n'est pas... bon, c'est pas tous les élus qui s'en préoccupent, on va se le dire franchement. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est des choses qui nous permettent de continuer à avancer. Nous, on essaie de rencontrer Denis Coderre depuis plusieurs mois, mais il semble-t-il que, en tout cas, on n'est pas à son agenda. Monsieur Allard nous disait qu'il croyait que les enjeux liés plus spécifiquement aux ressources en sécurité alimentaire et au logement étaient probablement plus présentes maintenant qu'elles ne l'étaient en 2010. Est-ce que vous avez des expériences là-dessus? T'es pas d'accord? Je pense qu'il y a plus de ressources. Donnez-moi des fonds qui vont financer des actions en logement, en transport. C'était pas plus de ressources. C'est un domaine, si on l'analysait, dans les domaines d'intervention, ça ressortirait plus que dans les... Oui, peut-être, je pense que c'était très présent à ce moment-là aussi. Mais moi, je le voyais, l'étude, quand on en parlait, c'était... je sais qu'on a déjà échangé là-dessus. Hein, il y avait un constat qui était qu'il n'y en a pas de fonds qui financent ça. Donc, c'est des choses qui sont orphelines et c'est des enjeux importants dans les quartiers. Oui. Denis? Denis Bourque, chef de recherche du Canada en organisation communautaire. C'est évident là, que l'initiative montréalaise de soutien au développement social local, ça, c'est une politique publique puis partenariale, là, structurante et vraiment inspirante pour le restant du Québec. Ça n'a pas encore créé un effet d'entraînement. Beaucoup, dans Sherbrooke, ça se travaille. Là. À Gatineau, ça va se retravailler, mais donc, bravo, il faut que ça continue, c'est très important. Et l'étude présentée par Angèle, ça regardait plus largement que la production des tables. Ça, c'est intéressant. Donc, l'ensemble de l'action collective dans les différents systèmes locaux, là, dans ces quartiers-là. Puis peut-être deux constats, puis une question. Sur la question du transport, par exemple, dans d'autres recherches qu'on mène dans les MRC, là, entre autres, là, dans les milieux donc plus ruraux, là, en moyenne, ça prend 7 ans pour faire aboutir une réponse à un enjeu de transport collectif.
C'est-à-dire entre le moment où ça devient une priorité là, dans un territoire et le moment où il y a vraiment quelque chose là, qui est en place de manière opérationnelle pour répondre à ce besoin-là, ça prend 7 ans. Donc, sur un temps long, peut-être que ça a l'air d'une action, mais c'est une action drôlement mobilisante et qui exige que les élus mettent de l'argent, entre autres, dans les MRC, etc. Donc, c'est quelque chose d'important. Et là, le fait de l'avoir, cette étude ici, là, juste sur un temps, hein, c'est pas longitudinal, on l'a juste, ça masque peut-être cette réalité-là. Et là, ma question, Angèle, c'est sur les résultats, là, il y a des types d'actions, il y en a bon, qui concernent planification, diagnostic, résolution de problèmes et participation. Mais en même temps, s'il n'y a pas de participation dans le diagnostic ou dans la planification, on n'a pas la même qualité de travail. Puis la résolution de problèmes, d'habitude, il faut aussi impliquer les gens concernés. Donc, il me semble que ça se croise beaucoup, ces choses-là. Mais elles ne sont pas mutuellement exclusives. Ça, je l'ai dit tantôt. Je te laisserai à la fin, Angèle. D'autres commentaires? Moi, c'est Michel Stanton-Jean. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé les 4 panélistes aussi, parce que j'ai trouvé que chacun avait des dimensions positives, pas juste négatives. Dire, on a fait des progrès, je suis historienne, donc la perspective historique m'intéresse beaucoup, parce que souvent, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, imaginons-nous d'où on part. Ça, j'ai trouvé intéressant. D'autre part, je reviens de 3 ans à Paris, à l'UNESCO, où j'ai travaillé avec 195 pays. Et il y a beaucoup des problématiques que vous avez énoncées, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de pays, notamment les plus défavorisés. Et je trouve que tout ce qui a été dit sur l'information des politiciens, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a souvent un fossé qui parfois s'élargit entre ce qui s'élabore au niveau local, même international, national, tout ce qu'on veut, et l'information des ambassadeurs ou des politiciens. Alors souvent, comme le dit Richard, c'est vu comme ça ne nous intéresse pas. Mais il faut que ça nous intéresse. Il y en a qui ont fait ce point-là, c'est très important. Et souvent, ce qu'ils veulent, leur question, c'est souvent qu'est-ce que ça donne. Hein? Alors, tout ce qui a été dit sur l'évaluation, extrêmement important, le développement des indicateurs, et si certains parmi vous suivent l'élaboration des nouveaux objectifs du millénaire, dans le year 2000, on est en train d'en faire des nouveaux pour 2015, j'ai suivi ça de très près, en environnement, en éducation, en santé, en toutes sortes de domaines, et ça va beaucoup être axé aussi sur les indicateurs. Et moi, je peux vous dire, ayant été sous-ministre de la Santé au Canada, je peux vous dire que c'est souvent la question que ça donne. Alors, on a passé des années à faire ce qu'on appelait du number crunching. Combien d'actions, combien de chômeurs, combien de ci. Puis moi, je disais toujours, ben oui, mais c'est quoi là? Ils ont-tu un plan? Ils vont-tu revenir vous voir? À tout ce qui touche qualitatif, c'est extrêmement important. Donc, je trouve qu'il y a énormément de points très importants qui ont été faits, mais il y a encore un fossé entre tout ce que vous faites, qui est extraordinaire. Moi, je travaille beaucoup dans la participation, tout ça, et ce qu'ils comprennent en haut, ce qu'ils décodent en haut. Donc, toutes vos orientations d'informer, d'indicateurs, d'évaluation, il y en a qui disent, ben non, on fait des bonnes affaires, mais ça ne rentre pas, c'est pas substantifié par des indicateurs, tout ça. Donc, la phrase qu'il disait dans votre petit feuillet, là, sur les politiques publiques, le développement et l'harmonisation des politiques publiques n'est pas investi sur les résultats contrastent avec l'influence qu'exercent les structures sociales et les politiques publiques sur le développement des communautés et l'amélioration des conditions de vie. Donc, la partie que vous appelez descendante, ça pourrait être un peu plus ascendante, ça serait un résultat probable en cas de moi. Merci beaucoup. D'autres? Oui, là-bas? Bonjour, Liliana Péréchette, Centraide du Grand Montréal. Merci à Yves d'avoir fait le point sur le cadre de référence hier. Puis je m'amusais à lire hier un rapport qui m'a été transmis du Nord-Pas-de-Calais, de Lille, où est-ce qu'il y a un chapitre complet qui parle de Montréal et comment Montréal est un modèle en France actuellement au niveau des tables de quartier comme modèle de mobilisation et de participation collective et citoyenne. Je pense qu'on a ce message-là à faire passer aussi à nos politiciens, qu'on est une ville innovante au niveau du développement social, puis que si on sert le modèle aux autres, on devrait peut-être en parler plus nous-mêmes et rayonner plus à partir de ça. Donc, investir le débat public avec les réalisations. Oui? Bonjour, Michel Venn, Institut du Nouveau Monde. D'abord, je voudrais, ça n'a pas le but de mon intervention, mais je voudrais enchérir sur ce que vient de dire Liliana. Effectivement, on fait des choses formidables à Montréal, puis on dirait qu'on est gêné de le dire.
sur plein d'aspects, dont celui-là. Et c'est vrai que c'est peut-être une des premières choses à faire, se rendre compte de tout ce qu'on a fait de bien. Mais moi, je voudrais soulever 3 questions qu'ont soulevées dans mon esprit les présentations, les échanges jusqu'à présent, par rapport à la conjoncture dans laquelle nous sommes. La première, c'est la relation qui va, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, la relation entre le local et le régional, dans un contexte où le gouvernement semble vouloir éliminer le palier régional de gouvernance, ou en tout cas régional au sens des 17 régions administratives du Québec. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le milieu de la santé avec des organisations supralocales, mais qui ne correspondent pas au territoire d'une région telle qu'on les connaît habituellement et auxquelles souvent on s'identifie comme personne. Donc, dans un contexte comme celui-là, où, par exemple, il n'y a plus de conférence régionale des élus, je comprends qu'il peut y avoir concertation Montréal, mais la CRE ne faisait pas juste la concertation. Les CRE dans les régions aussi distribuaient des fonds, ou en tout cas géraient certaines distributions comme celle-là. C'est quelque chose qui n'existera plus. Il n'y a plus d'agence régionale non plus, et ainsi de suite. Et il me semble que ça, c'est une... On l'a mentionné, c'est important d'avoir cette relation-là, d'autant plus que si le palier régional disparaît, ça impose une forme de dialogue entre le local et le national qui est beaucoup plus difficile à orchestrer. Les stratégies d'influence sont beaucoup plus complexes. Et il me semble que, stratégiquement, ça me semble être une question fondamentale à se poser. La deuxième, c'est concernant, disons que ça concerne la participation et la notion de politique. Non seulement politique publique, mais la politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire tout ce qu'on fait ensemble pour régler des problèmes au-delà de ce qu'on est capable de faire tout seul. C'est la définition de la politique. C'est un peu plus large là, que d'un livre de Sciences Po, en tout cas. Et la question que je me posais à ce sujet-là, c'était, quand on parle de participation, que ce soit au niveau local ou ailleurs, et de participation citoyenne, je présume qu'on parle de la participation des personnes, des individus qui vivent dans nos territoires, donc des citoyens, qui sont aussi, puisqu'ils sont citoyens, membres de la cité, et donc interviennent sur les questions politiques. Et je pense que c'est M. Massé qui l'a souligné. Souvent, les gens ne veulent pas toucher à ça parce que c'est de la politique. La politique, c'est sale dans leur esprit. Il me semble que ça, c'est une question importante aussi à soulever. Comment les mobilisations qu'on réussit à faire en faveur d'un meilleur milieu de vie, de meilleurs logements, bref, toutes les actions qu'on fait localement, est-ce qu'elles peuvent aussi être le germe d'une mobilisation, appelons-la politique, non partisane, mais qui nous amène justement vers les politiques publiques. Parce qu'il me semble qu'une des fonctions des organes de concertation, c'est aussi, éventuellement, de dire, bien là, il y a des limites à l'action locale qu'on peut faire. Par exemple, on parlait du logement, le nombre d'actions en logement. C'est parce que le logement, c'est une question qui est dominée par les politiques publiques et par le marché, sur lesquelles l'action du groupe communautaire dans son quartier, souvent, a peu d'impact. Alors, c'est pour ça qu'il faut élever, pas au sens hiérarchique du terme, mais la discussion au niveau politique. Et la troisième question qui me préoccupe, c'est le sentiment que j'ai de plus en plus qu'on dissocie encore plus qu'on le faisait le social de l'économique. J'ai eu l'occasion d'animer une séance de consultation il y a quelques années sur le plan de développement de Montréal, dans lequel les questions économiques, sociales et autres étaient toutes liées. Depuis la nouvelle administration, on a tout passé ça. Ça n'existe plus, le plan de développement de Montréal. Et là, on a une stratégie de développement, un plan d'action de développement économique qui va être rendu public là, à la mi-juin. Il y aura donc une politique de développement social. On a aboli les CEDEC, qui était quand même une tentative depuis 20-25 ans de mettre ensemble le développement économique et le développement communautaire. Et ça, j'ai l'impression qu'on est en train de le rediviser. Est-ce que c'est une mauvaise impression que j'ai? Je ne sais pas. Mais je me demande si c'est la bonne direction. À la fois des forces qui éloignent du local et qui remettent en silo. Oui, Claude? Oui, rapidement, un petit enjeu lié à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux. C'est plus proche, non? Ah, il faut que je me nomme. C'est parce qu'elle dit Claude. Oui. Claude Doyon du CIUS de l'Est, excusez-moi. En fait, un enjeu en lien avec la réforme. Chacun des CIUS se sont dotés. Chaque CIUS est doté d'une direction de performance. Moi, ce que je crains, c'est qu'on soit plus dans un modèle de performance positiviste. Quand on parlait tantôt de faire la démonstration de
l'effet du développement social sur la santé des individus, sur l'organisation communautaire, tout ça. C'est important, on a encore à définir ça pour ne pas être dans un modèle exclusivement productiviste et numérique au niveau de la performance des établissements. Puis ce qu'on a à faire aussi comme démonstration, c'est non seulement l'effet qu'on peut avoir avec des approches en développement social, mais aussi des justifications d'agir dans certains domaines qui ne sont pas d'entrée de jeu très investis. On en a nommé l'alimentation puis le logement notamment, qui peut avoir un impact sur la santé, de justifier l'intervention qu'on peut faire dans cette matière, parce que c'est vrai et c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, avec les environnements favorables dans les sites, on pourrait très bien, avec les environnements favorables jeunesse, soutenir des actions en logement, sans nécessairement là, construire des blocs, puis la nature est... Le but de l'intervention, c'est pas là, mais on pourrait très bien soutenir, par exemple, une étude dans une communauté sur la salubrité des logements dans un secteur donné pour documenter une intervention qui pourrait être faite massivement à cet égard-là. Bon, c'est des exemples que je donne, mais on a aussi à justifier les actions, pas juste le résultat, mais à justifier notre agir sur des éléments précis comme le logement et l'alimentation. Donc, en contexte, l'effet un peu pervers que peut avoir les indicateurs quand on ne les choisit pas, puis quand on n'a pas la façon de les monitorer. Oui, madame? Oui, bonjour, Florence Desplanches. J'ai pas de milieu de travail pour l'instant, je suis au chômage. Alors, à titre de citoyenne, mon intervention. J'entends beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui, puis toutes les personnes qui sont intervenues proviennent de milieux liés au développement social communautaire. Mais j'aimerais ça que dans la salle, ce genre de discussion-là invite, ou en tout cas intéresse des élus, parce qu'on justement, on parle de susciter le débat public puis de décloisonner nos actions, mais je ne sais pas si dans la salle aujourd'hui, il y a des conseillers d'arrondissement, des gestionnaires, des personnes qui sont dans d'autres fonctions que peut-être plus liées à l'action, ou en tout cas plus près de l'action, pour vraiment... J'aimerais ça entendre ces gens-là, puis j'aimerais ça que ces gens-là entendent aussi les discussions qu'on a aujourd'hui, puis qu'ils prennent connaissance de ce rapport de recherche-là. Fait que jusqu'à quel point on peut susciter un débat entre différents types d'acteurs, parce que, tu sais, on peut en parler, puis on est comme, j'ai l'impression qu'on est un peu entre nous, comme ça, je trouve que ça arrive souvent. Alors, je ne sais pas comment des discussions comme ça, qui sont quand même, prennent pas tant que ça dans une journée, là, sur l'heure du dîner, je sais que les agendas sont très chargés, mais en tout cas, je rêve de ces occasions où on va avoir des gens qui vont être dans d'autres, qui vont tenir d'autres ficelles. Amener les élus dans la discussion. J'aimerais les intéresser, ceux qui se sentent concernés par ce genre de conférence. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle? Non? Non, mais je voudrais juste dire que c'est un point fondamental. Parce que cette semaine, j'ai fait une conférence, une assemblée sur l'éducation des adultes. Je dis toujours la même chose. On est dans un cercle vertueux ici. Tout le monde pense que c'est important, tout ça c'est vrai. Mais il faut envoyer les rapports, envoyez-les au sous-ministre. Envoyez-les au ministre, ça va descendre dans la machine. Au minimum, vous allez avoir une lettre, merci beaucoup. Mais on peut espérer un peu plus qui arrive parfois. Il faut inviter. Il faut inviter les conseillers d'arrondissement, il faut inviter les ministres, il faut inviter. Ça ne marche pas tout le temps, ou ils peuvent vous envoyer quelqu'un qui n'est pas bon, mais des fois ça marche. Il faut éduquer la classe politique. J'ai déjà dit ça dans la conférence. Il faut éduquer les politiciens. Malheureusement, il y en avait un dans la salle qui était très offensif, j'ai dit ça. Mais j'ai dit, vous arrivez dans des secteurs, des fois, vous ne les connaissez pas. C'est une vision. Je la nuance par du scepticisme, mais c'est une vision. Vous avez tout à fait raison. Merci. Monsieur? Bonjour, Benoît Langevin, directeur général d'Ajoie et coprésident de la table enfance, famille et jeunesse de l'Ouest de l'île. Aussi représentant des deux tables de quartier nord-sud de l'Ouest de l'île. Je voudrais faire un suivi par rapport à ce qui est discuté, par rapport au lien avec le politique et le développement social. Moi, dans ma vision des choses, dans mon secteur, il y a presque autant de politiciens qu'il y a d'organismes communautaires. Fait
moi, je vois vraiment ça comme, quand je parle des 10 délégués, les 8 délégués, les 2 arrondissements, si on fait la somme de tout ça, et les 3 districts provinciaux, plus les 3 fédéraux, on a 57 décideurs de l'être là. Il y a 55 organismes communautaires, donc représentants de. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ma vision stratégique pour faire le pont entre le milieu politique et le milieu social, c'est carrément du travail de rue. C'est créer des liens de confiance avec ces gens-là au fil des années. Puis, quand on a des opportunités ou des brèches d'écoute, c'est d'y intégrer des informations par rapport aux enjeux locaux, ou nationaux, ou régionaux. C'est tout. En fait, c'est la vieille stratégie des gens d'affaires. Pourquoi pas? Oui, d'autres? Une ou deux dernières réactions avant de redonner la parole au panel? Oui? Bonjour, Pauline Poitras de Centraide. Moi, j'apprécie beaucoup le portrait qui nous a été présenté. C'est intéressant d'avoir une idée de comment ça fourmille, comment ça s'organise et tout ça. Mais en même temps, je trouve que ça ne rend pas justice à toute la complexité de ces mécanismes-là et toute la complexité des enjeux que ça veut traiter. Et aussi, il y a des communautés qui vont des fois se retourner d'un 180 degrés en 5-6 ans. Et il y a d'autres communautés, des fois, qui vont dire pourquoi non? Pourquoi ça ne lève pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le temps, il est relatif d'un milieu à l'autre pour toutes sortes de raisons. Quand Anne Kubisch de Aspen Institute était venue nous présenter l'étude Voices from the Field qu'on a traduit et qui est disponible sur le site de Dynamo, en français maintenant, qui nous disait c'est quoi ça a permis de faire les concertations locales dans la revitalisation et qu'ils arrivaient difficilement à mesurer les résultats que ça avait permis d'atteindre chez les personnes. Elle disait ça a pris 20 ans, 25 ans à s'organiser, à mettre en place des conditions, à développer des actions. Ça va prendre encore 25 ans avant qu'on ait des retombées concrètes et qu'on ait changé la vie des gens. Donc, la recherche, il faut qu'elle aide à comprendre. Il faut qu'elle aide les gens à apprendre de ce qu'ils font, de comment ils font, qu'elle accompagne pour qu'on ne se trompe pas de direction à prendre, pour qu'on arrive le plus vite possible à ce 25 autres années-là. Et la concertation à Montréal, elle est quand même jeune. Donc, c'est l'espoir est tout là. Merci beaucoup.